Nous, c'est Camille et Sébastien. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et on a toujours voyagé. Cette année, on réalise un rêve. On fait le tour du monde. Alors après 5 mois en Asie et 7 pays découverts, on est maintenant en Amérique du Sud pour 6 mois d'aventure. En France, on a l'habitude d'aller à la mer en août, mais cette année, le programme est à l'opposé, puisqu'on est en Bolivie. C'est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud et il est surtout connu pour le Salar de Uyuni, qui est le plus grand désert de sel au monde. Mais on n'a pas l'intention de voir que ça. Au contraire, après avoir regardé les spots à faire en Bolivie, on s'est aperçu que ce pays était bien plus diversifié que ce qu'on croyait. Entre l'Amazonie, les pics montagneux qui culminent à 6000 mètres et les traces de dinosaures, il y a de quoi faire. De notre côté, on n'a pas l'intention de se rendre en Amazonie pour des raisons évidentes. Ça grouille d'insectes et d'animaux, donc je laisse ma place et Seb n'était pas spécialement motivé par l'idée. Tout le monde est content. Par contre, ici, on a bien l'intention d'expérimenter l'ascension d'un 6000 mètres. Pour être honnête, c'est même un de nos gros objectifs de l'année. La plupart des 6000 mètres sont techniques et demandent de vraies connaissances d'alpinisme, que ce soit dans l'Himalaya ou même au Pérou. Mais on a découvert que l'Acotango, qui se trouve en Bolivie, est considéré comme l'un des 6000 les plus faciles au monde. Alors on a bien l'intention de tenter notre chance. Avant de partir à l'assaut des montagnes boliviennes, on arrive à La Paz où on retrouve Ludo et Camille. Ce sont mes potes d'école de commerce. On s'est rencontrés en échange universitaire aux États-Unis. Camille aime déjà beaucoup voyager, mais son truc c'est plutôt la van life. C'est son premier voyage en backpack. Elle vient d'Annecy, alors la rando, c'est son gros kiff. Et je pense qu'elle ne va pas être déçue du voyage. Quant à Ludo, tout est nouveau pour lui, aussi bien le voyage un peu roots que la rando. Il n'en a jamais fait et son truc c'est plutôt les vacances chill au bord de la piscine. La qualité principale de Ludo dans son voyage, c'est l'adaptabilité. Le mec est toujours partant et suit le move. T'es bien Ludo ? Ouais, je suis bien. On arrive de Carthagène et eux de Paris, alors autant te dire qu'aucun de nous n'est acclimaté à l'altitude. Contrairement à la plupart des voyageurs au long cours, il va nous falloir un peu de temps pour s'habituer. En atterrissant à La Paz, on est directement propulsé à 3600 mètres. Si t'es dans la même situation que nous, tu verras, le choc est rude. Physiquement, tu ne peux pas faire semblant. Tu t'étouffes bien plus vite, même dans une montée de 25 mètres. Du coup, on découvre tranquillement la capitale et on retrouve une ambiance similaire à celle du Pérou qu'on a visité en 2017. C'est la première fois de Camille et Ludo en Amérique du Sud, alors tout les stimule. On aime toujours voir cette excitation chez les personnes qui nous rejoignent et ça nous remet aussi les idées en place après autant de mois à voyager. On peut ne plus se rendre compte de la chance qu'on a de voir autant de choses différentes de notre vie. On fait le tour dans le centre historique et l'après-midi, on prend les différents téléphériques qui traversent la ville pour découvrir entre autres El Alto. Chez nous, les téléphériques sont plutôt au ski, mais ici, c'est leur métro et ça fonctionne pas mal du tout. Surtout que la ville est en cuvette, donc ça monte beaucoup. Ça, plus l'altitude, on se fait pas prier pour aller d'une ligne à l'autre en téléphérique. En tout cas, en prenant de la hauteur, on obtient une super vue sur l'ensemble de la ville, mais aussi sur les nombreux sommets aux alentours. Si t'es un amateur de bonne bouffe, la Bolivie est aussi connue pour être un pays où il y a de très bons restaurants gastronomiques à un prix ultra concurrentiel. On est allé tester pour toi Cochina Popular. La carte change toutes les semaines, mais on n'a pas été conquis. C'est bon, mais c'est loin d'être un gastro. Après, ça coûte seulement 100 bolivianos par personne, soit 12 € pour une entrée, un plat, un dessert et une boisson. Alors, difficile de faire moins cher. Après cette première étape, on part tous les 4 en direction du parc national de Sajama. Et même si on est entassé dans un collectivo, la route est magnifique. On voit apparaître les premiers sommets des alentours et ça nous met l'eau à la bouche. Le village de Sajama nous donne l'impression d'être dans un Far West. C'est un tout petit village en plein milieu de l'altiplano. Il paraît presque à l'abandon tellement il n'y a pas d'activité, mais il a une vue imprenable sur le plus haut sommet de Bolivie qui culmine à 6500 mètres et qui s'appelle aussi Sajama. À peine arrivé, en plus de dormir à 4200 mètres d'altitude, on comprend que le confort ne sera pas de la partie. Dès le premier soir, on rencontre notre guide pour l'ascension finale de l'Acotango. Étant donné qu'on n'est pas en altitude depuis longtemps, Nelson nous prépare un programme d'acclimatation pour les 5 jours prévus sur place. 3 jours de rando avec des passages à 5000 mètres, 1 jour de repos, et le 5e jour, normalement, on sera prêt. Évidemment, on suit à la lettre son programme et on te le partage de suite si ça t'intéresse.
Le premier jour, c'est une toute petite rando qui t'attend. L'objectif est de monter en haut du mirador de Monte Cielo, situé à 4500 mètres d'altitude. Pour te donner une idée, c'était le point le plus haut de notre trek au Népal. À la fin de cette journée, le bilan est plutôt positif, malgré quelques maux de tête pour 3 d'entre nous. Pour Camille, c'est un peu plus difficile, alors on espère que ça s'améliorera avec le temps. Le deuxième jour, on part pour la rando la plus difficile du programme. 23 km de marche et 900 mètres de dénivelé positif, avec des passages à plus de 5000 mètres. Certes, la rando des Tres Lagunas n'est pas facile, mais n'aie pas peur, parce que les paysages te feront bien vite oublier le manque d'oxygène. Comme son nom l'indique, on passe 3 lagunes différentes qui sont toutes sublimes. Le plus dur n'est pas tant les passages à 5000 mètres où il faut aller à ton rythme pour ne pas souffrir de l'altitude, mais plutôt les 10 derniers kilomètres de plat avec le même paysage en ligne de mire. Mentalement, ces 10 derniers kilomètres ont été assez durs pour nous 4, mais pour Ludo qui découvre la rando, c'est long et chiant et il n'y a pas de plaisir. Ce que je peux complètement comprendre, mais perso, depuis le début, je savais qu'après 15 km, ça me saoulerait. Malgré la fatigue et la flemme qu'on a à l'idée de refaire une grosse rando teaser, on n'a pas le choix si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour réussir l'ascension de l'Akotango. Alors c'est reparti pour un 3e jour d'acclimatation avec le Wisala qui culmine à 5050 mètres. Le terrain est soit sableux, soit rocailleux, alors ça glisse pas mal et il faut bien regarder où on met ses pieds. En haut, comme d'hab, le paysage est magnifique. Et petit bonus, tu pourras apercevoir l'Akotango, ton objectif final. Comme d'hab, Ludo et Seb gambadent pendant qu'avec Camille, on est plus lente. Sur le chemin retour, Camille se sentira beaucoup mieux, ce qui est de bon augure pour la suite. Depuis le début, on guette pas mal la météo et on voit que les vents annoncés pour le mardi matin sont presque 3 fois plus forts que ceux prévus pour le mercredi. Alors, après avoir discuté, on décide de repousser l'ascension pour avoir les conditions optimales. Du coup, bonne nouvelle, on a 2 jours de pause pour être encore plus acclimaté et on va en profiter pour aller au terme Dona Ignace. L'endroit est hyper sympa, l'eau est bien chaude et le Sajama en arrière-plan est la cerise sur le gâteau. Ludo prend aussi la décision de ne pas faire l'Akotango et pourtant c'est celui qui se sent le mieux en altitude depuis le début. Et malheureusement, il ne s'est pas découvert une passion pour la rando. On sera donc 3 avec les 2 Camille. On fait un point matériel avec notre guide Nelson et il nous prête le matos manquant. Un pantalon en plus, des chaussures de montagne, des gants de ski, des crampons et un baudrier. Le début de la rando se fait vers 3h30 et on est déjà à 5300 mètres d'altitude. Rien que le fait de s'équiper est compliqué et nous demande pas mal d'énergie, surtout qu'on met les crampons à peine 20 minutes après le départ. Chaque pas est un effort et malgré le rythme rapide imposé par notre guide, on avance doucement entre les pics de glace. On n'est pas aidé, le guide a oublié une paire de bâtons sur les 2 prévus et au vu du chemin et de l'altitude, c'était pas du luxe. Après 3 heures de marche, on arrive au début de la crête et c'est aussi le moment où le soleil se lève. Sûrement un des plus beaux levers de soleil de notre vie. Elle est pas mal la vie! Et même si on voit le sommet, il reste encore 2 heures de montée. Après une montée ultra lente, on finit par arriver tous les 3 au sommet. Face au panorama et après un tel dépassement de soi, évidemment, les larmes coulent. Merci en tout cas de m'avoir embarqué dans ce truc. Il faut maintenant redescendre et ça ne va pas être facile pour moi. J'ai fait une petite hypoglycémie à cause du manque de pause à l'aller. En tout cas, on sait qu'on peut être fier de nous et malgré le logement rudimentaire, on a adoré le parc de Sajama et même si tu ne veux pas faire l'ascension, promis, le stop vaut le détour. Après tout ce temps passé à Sajama, on quitte dès le lendemain Camille et Ludo qui ont un programme similaire mais plus condensé. On part se reposer à Torotoro où le climat est plus clément et surtout on retrouve un peu de confort. Torotoro, c'est un village vraiment minuscule et le coin est surtout connu pour le parc national du même nom qui est marqué par les empreintes de dinosaures. Ici, t'es obligé d'être accompagné d'un guide, alors après avoir rencontré des Frenchies dans notre hostel, on part à 5 découvrir le canyon de Vergel. C'est une rando très sympa et ça nous change des randonnées qu'on a déjà faites jusqu'à présent. C'est aussi l'occasion d'observer les différentes traces de pas de dinosaures plus ou moins petits.
Alors, t'y crois ou t'y crois pas, mais perso, la trace de pas de Diplodocus m'a impressionné. On se croyait dans Jurassic Park. Malgré le manque de confort et la nourriture pas exceptionnelle, on sent déjà qu'on va adorer ce pays et on n'a pas encore tout vu, alors ça promet. En tout cas, on a hâte de te faire découvrir le reste du pays et on attend avec impatience le tour dans le sud Lipèze et le Salar d'Uyuni, qui on l'espère seront à la hauteur de nos attentes.